Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, on vous fait une spéciale avec mon ami Giscal, puisqu'on va vous parler du SmackDown, alors qu'on vous a déjà parlé des Survivor Series. Vous vous dites, mais ils sont fous. Oh, Et oui, oh. on a une streak à défendre. Hein. Ça fait plus de 7 ans qu'on vous analyse tous les shows, tous les weekly. Il n'y a pas de raison de passer au travers. C'est vrai qu'avec Giscal, on avait un petit peu gentiment évité de parler de SmackDown pour se concentrer On avait sur... snobé. Ouais, sur le gros PLE, faut dire, hein. Faut dire ce qui était le plus intéressant, Ouais. c'était quand même ce qui s'est Faut dire ce passé qui est. le samedi soir. Mais on va récapituler très rapidement ce qui s'est passé sur le show bleu, puisqu'on se projette déjà sur le futur, Giscal. On se projette sur le futur avec le Monday Night Raw. Là, on passera un peu plus de temps. Et du coup, j'en profite pour te saluer. Salut, Giscal. Eh ben, écoute, salut JRM, salut tout le monde. Bah voilà, écoute, nouvelle ère, mais pour autant, on ne change pas les bonnes habitudes, tu as raison. On a une série à défendre. Et donc, ne snobons plus longtemps ce SmackDown. Allons-y. Alors, nous étions donc au show bleu. Nous étions à Chicago, tout simplement, hein, pour préparer le PLE. Et c'est donc l'équipe des Babyface du Wargames des Survivor Series qui ouvre le show mes avec... chouchous. Mes chouchous. avec Becky Lynch qui nous explique pourquoi elle fait équipe avec Charlotte. C'est vrai qu'on se demandait pourquoi. Elle dit qu'elle veut tout simplement se débarrasser de Damage Control. Donc c'est plutôt une bonne occasion qui se présente. Je dis c'est un petit peu pareil. Elle est complètement folle. De toute façon, elle veut tout casser. Et puis Charlotte, elle veut mettre fin à Damage Control. Bayley débarque. Elle dit elle se moque un petit peu de cette amitié reconstituée de Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc elle essaye de semer un petit peu la zizanie. D'ailleurs, elle demande à Bayley, mais où elle est ton équipe? Elles sont peut-être avec Asuka. Donc on sème un petit peu la zizanie entre ces deux équipes. Et puis Becky Lynch dit qu'elle veut la bagarre. Elle propose que deux catcheuses de Damage Control viennent affronter Flair. Et ce sera donc le main event féminin accepté par Bayley. Incroyable. Incroyable. C'est ça. Bon, difficile toujours de revoir ces trucs-là dans le rétroviseur parce qu'après on sait tout ce qui s'est passé. Mais écoute, c'était peut-être fut un temps à l'époque de ce vendredi dernier. On va dire que c'était de bonne guerre de planter un peu le décor chez les gentils. Il fallait quand même un peu adresser cet éléphant au milieu de la pièce là, Charlotte, Becky, donc un peu de dissension, un petit peu de drama et donc une nouvelle intro et potentiellement à ce moment-là de la soirée un nouveau fil rouge main event. Enfin encore un SmackDown construit autour des filles, donc il fallait qu'elles soient à la hauteur. Ah ouais, effectivement, le fil rouge du show bleu, c'est simplement de savoir qui fera le match pour le main event. On avait un match de championnat, mine de rien. Il y avait, on quand même se poser la question de est-ce que sur la carte du PLE, il n'y avait pas la place aussi pour ces mecs-là. Bon, alors attention, le Judgment Day, ils n'allaient pas non plus faire double duty. Finn Balor et Damien Priest ont défendu leur titre face à Angelo Dawkins et Montez Ford, les Street Profits, qui avaient remporté donc une triple frite pour obtenir ce statut de first contender, bien aidé par Rhea Ripley dans un drôle de match Heels contre Heels qui a vu finalement les Street Profits jouer la partition des Babyface de facto dans une arène de Chicago qui était assez chaude. On est toujours un petit peu dubitatif quand on se retrouve dans ce genre de situation, surtout qu'on sait que les Street Profits aller chercher leur statut de heel, ils y sont allés, ils les ont grappillés, on va dire centimètre par centimètre. Leur alignement a été un petit peu long à se mettre en place et puis là on détricote un petit peu le truc. Parce que c'est un alignement de circonstances, mon beau Giscal, qui voit donc la victoire, on le sait, de Judgment Day, qui donc conserve les titres, et puis Bobby Lashley qui regarde tout ça sur retour vidéo et qui n'est pas content, tout simplement du résultat. Non, il est pas content. Mais écoute, t'as tout dit. Drôle de décision de booking. On aurait envie de voir un title match comme ça plutôt sur un PLE, mais en même temps, c'était coincé parce que Judgment Day était déjà pris. Et c'est vraiment pas le genre de stipulation où on va se permettre. Enfin, il y a pas de raison scénaristique d'écrire un double duty comme tu as dit. Series. Et puis en plus ça coince les Street Profits qui sont en plein milieu d'un heel turn sur lequel tu l'as dit, ils se battent un peu becs et ongles pour s'attirer de la hit parce que c'est pas si simple, mine de rien ils ont toujours été très cool, très appréciés.
Bobby Lashley, c'est un mec qui est assez over aussi. Globalement, les trois ensemble, c'est assez badass et tout. Donc c'est pas évident ce qu'on leur donne. Et puis en fait, on les oblige un peu à souffler le chaud et le froid toutes les semaines, j'ai l'impression. Donc c'est pas simple. On leur met un peu des bâtons dans les roues. J'ai du mal à leur en vouloir au Street Profits. Et puis bah écoute, ouais, ça donne quelque chose d'assez bancal et d'assez gâché un peu à mon sens, parce que c'est une jolie affiche et je trouve qu'elle est un peu partie dans la corbeille de SmackDown, la rapidos comme ça. Ouais, dans la corbeille. On va voir qu'il y a eu 2 ou 3 matchs. Enfin, il y a eu un autre match comme ça, et on va parler maintenant qui n'aurait pas fait tâche au PLE, qui aurait trouvé sa place au PLE peut-être. Hein. C'est tout simplement le moment du Grayson Waller Effect avec un invité de prestige, puisqu'il s'agit du Canadien Kevin Owens. Et quand la musique retentit, c'est Austin Theory qui débarque. Eh oui, c'est Austin Theory qui a pris la place du Canadien, qui se fait passer pour Kevin Owens, mais le vrai Kevin Owens est là, il débarque également, il dit mais qu'est-ce que tu fous? Il dit bah attends, j'étais invité, donc je viens tout simplement. Il a été suspendu normalement à Kevin Owens, on se souvient, il avait été sanctionné par Nick Aldis. Donc ça s'envoie des petites saucisses à droite à gauche, et à la fin c'est LA Knight qui vient tout simplement gratter sa pop hebdomadaire. Voilà. Et puis on nous balance du coup un KO LA Knight versus Waller Austin Theory. Je pense que dans la hiérarchie des top babyface versus les top heel, on est juste en dessous du Wargames masculin. Et du coup, j'aurais bien aimé, moi, on aurait pu voir ce match, hein, je pense, au PLE. Oui. Ça aurait rajouté, on aurait gagné des points sur la note finale. C'est aussi marrant de voir ça rétrospectivement. Ouais. Je pense qu'on aurait gratté des points avec évidemment la victoire des top babyface du show bleu, LA Knight et Kevin Owens sur les top heel en l'absence de la Bloodline. Je dirais que voilà, c'est les top heel de la mid-card du show bleu. T'en penses quoi, toi? Ouais, exactement. Bah écoute, tu vois, je m'étais fait la même réflexion à l'époque. Je me suis dit, bah putain, ce truc à la place de, à ce moment-là de la soirée, on savait pas encore que Carlito Santos n'existerait plus dans sa forme actuelle. Bon, tu me diras à la limite, ça renforce encore plus l'argument, mais je me serais bien vu avoir ce match-là à la place de feu Carlito Santos à l'époque et a fortiori à la place de Dragon Lee Santos au pay-per-view, parce que je trouve qu'en milieu de show, ça aurait été une affiche tout à fait PLO worthy. Tu l'as dit, Theory, Waller, c'est les jeunes heels qui montent, alors surtout Waller évidemment, et Owens et les Knights, c'est plus qu'une belle team de babyface. En effet, c'est ce qui se fait sans doute de mieux ensuite en dessous de tous ceux qui étaient dans le Wargames. Donc il y avait une petite vibe un peu de très clairement de solo Jimmy contre Cena et les Knight, un peu voilà, tag team de gala, truc qui serait très très bien passé en mid-card de show, pour justement éviter un petit peu ce côté un peu ventre mou et mettre un peu de pop, d'énergie, d'électricité dans le stade. Bon, il n'en a pas manqué au final, mais voilà, écoute, c'était en effet pareil, un choix curieux, un match là aussi jeté un peu dans la corbeille d'un SmackDown qui est toujours voilà, c'est SmackDown avant des pay-per-view. C'est dans le combo ticket, hein, maintenant t'achètes tes tickets, t'as le SmackDown et le PLE, donc. Ouais, c'est ça, c'est le combo ticket. Alors faut peut-être le voir aussi un peu comme ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui ont payé leur combo à Chicago. Toujours est-il que, en tout cas, voilà, ça prolonge cette histoire qui pour moi est assez divertissante là entre Kevin Owens et les deux jeunes premiers là de SmackDown qu'on aime bien, voilà, se prendre des double punch et se faire ridiculiser au micro et puis ensuite se faire cogner dans le ring. Et puis comme tu l'as dit, voilà, LA Knight qui vient gratter sa pop. On sent que voilà, il y a cette volonté quand même de LA Knight, il n'y a pas de trajectoire forcément ultra linéaire et très très claire pour lui, mais voilà, on le colle toujours un petit peu à ces segments un peu chauds pour le garder bien hot, et ma foi c'est plutôt efficace. Efficace, aussi efficace que Santos Escobar qui va tout simplement attaquer Carlito avant cette attaque qu'on connaît, hein, dont on connaît les conséquences, hein, puisque Carlito va se faire éjecter du PLE de Chicago. Carlito est venu, il était chaud, hein, justement pour son premier match en PLE depuis des années, ça fait 13 ans. C'est cool, dit-il, c'est cool, le mangeur de pommes qui a fini par manger des poires. et se prendre des marrons et des pêches se prendre de manger des pêches.
Escobar il vient, il dit mais qu'est-ce que c'est ce bordel, t'es pas un vrai de la LWO, t'as même pas les tatouages, t'es pas de la famille, t'as pas les couleurs, qu'est-ce que c'est ce bordel. Donc il remet en cause son allégeance à la LWO, tout simplement. C'est un opportuniste, ce Carlito, et c'est à cause de lui qu'il y a eu de l'eau dans le gaz entre Rey Mysterio, et je parle de dans le gaz en plus, tu sais, Giscard, avant qu'on enregistre, on était en train de purger nos radiateurs ici dans les studios, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, faut vidanger, faut purger, et ce Carlito, il se fait vidanger. Il se fait vidanger, il se fait purger, puisqu'il se fait attaquer par Santos Escobar. Là, voilà, gros coup par derrière, et Carlito va tout simplement être out pour le PLE. On continue avec ce Escobar qui en a gros sur la patate et qui nous explique, qui nous raconte tout ce qui s'est passé dans sa tête. C'est vrai qu'on avait précipité ce heel turn, et voilà, il est là. Il est en aggro sur la patate. Il en a gros sur la patate, et puis mine de rien, Escobar, il a du momentum. Il commence à avoir un tableau de chasse qui est pas mal. On l'a dit dans l'analyse des Survivor Series. Au final, choix mine de rien assez habile, parce que on donne un plus petit poisson à Escobar au PLE, certes, mais ça permet aussi de peut-être mieux builder ce Carlito Escobar un peu plus loin dans le temps, tout en écrivant une victoire plus facile et un peu plus plus facile à écrire, tout simplement, à Escobar au PLE. Et puis ça lui donne du momentum, parce que maintenant on connaît le résultat des Survivor Series, mais il faut quand même se dire qu'en 3 semaines, il a mis Rey Mysterio à l'hosto, Carlito à l'infirmerie, et il a couché Dragon Lee relativement facilement au pay-per-view. Escobar il tamponne un peu son ticket de heel, ça plus sa promo qui était pas dégueu. Il a le momentum, donc on va voir ce que sa croisade anti latino là donne sur la durée jusqu'à la fin de l'année, mais il a l'attention, en tout cas je pense, des gens là maintenant. Bon, de l'eau dans le gaz, il y en a aussi chez les Brawling Brutes, mon beau Giscal, puisque une fois de plus, les Brawling Brutes se font avoir par les Pretty Deadly, avec Butch qui se fait surprendre avec un roll-up pour la victoire. Butch qui avait éclaté les doigts d'Elton Prince, mais ça n'avait pas suffi, puisque Kit Wilson avait fait le tag, et donc Butch qui nous fait le roll-up pour la victoire. Et ouais, ça va mal là, ça va mal pour les Brawling Brutes qui enchaînent les défaites et puis les mésententes entre Ridge Holland et Butch. Aïe. Ouais, coup dur, hein. Bon, écoute, je sais pas, là, ce truc-là, pour moi, c'est un peu... faudra qu'il se passe un truc, parce que, là, c'était peut-être pas l'objet, il y avait les Survivor Series en ligne de mire, mais ça fait quand même un petit moment que c'est tout doux, ce sujet de... ça se passe pas bien, on a compris que ça allait péter, mais... c'est difficile. Je trouve que c'est un peu trop timide. C'est le problème. Il tombe un peu dans les mêmes problèmes aussi que la rupture de la LWO, qui est quand on est dans on peut se permettre de faire des programmes un peu chiadés, alambiqués, machin, tourner autour du pot, y revenir quand on est dans l'upper card, dans des gros personnages, des gros storylines qui se mêlent et tout. Je trouve que quand on est dans de la mid-card / un peu low-card, parce que les Brawling Brutes, c'est pas sans Sheamus, c'est quand même assez bas, je pense, dans l'intérêt du public. Faut y aller un peu franco, quoi. C'est bon. Tu vois, clairement, je pense que ce segment passe quand même très inaperçu dans l'émission. Et c'est justement ce truc-là qui fait que, le jour où il va y avoir le grand clash, ils vont se dire, ah oui, ça fumait depuis des semaines et des semaines. Non, ça fume pas depuis des semaines et des semaines, ça fait des semaines et des semaines qu'on s'en fout, et le jour où ça va péter, oui, tiens, c'est vrai, il y avait ce truc-là. Donc non, je pense qu'il faut il y a jurisprudence, attention. Ouais, ça tourne un peu autour du pot, je trouve, ce truc-là. Ouais. Bon, Ridge Holland s'est barré pendant le match, il a abandonné son poteau, c'est ce qui a causé évidemment la perte du Bruiserweight. Ouais. Je sais pas, Pretty Deadly, Brawling Brute, j'ai l'impression que ça commence à faire beaucoup de fois qu'on voit ça quand même, non? Ouais, oui, non, mais j'en ai plus rien à faire, moi, déjà. Je le dis. Dommage, parce que moi, Pretty Deadly, j'aime bien. Mais on les adore en plus. Pretty Deadly, ils sont revenus, on est chaud. Mais effectivement, allez, si vous voulez passer à autre chose, faites-nous péter tout ça s'il le faut. En tout cas, ça va péter dans le main event féminin. Et oui, dédicace à Giscal. C'est bon, ça. Alors après, plusieurs séquences backstage pour savoir qui allait affronter qui. C'est tout simplement Becky Lynch et Charlotte Flair qui vont affronter Bayley et Asuka, tout simplement, mine de rien. Quelle affiche, hein. Quand même. Des main eventeuses qui s'affrontent ce soir.
Et puis un match qui va être remporté par Damage Control. Mais comment? Et bien tout simplement avec Charlotte qui va placer un spear sur Asuka et qui va casser le tombé que Becky Lynch était en train de faire sur Bayley, hein, tout simplement. Donc voilà, Bayley est pas contente et Becky Lynch n'est pas contente de s'être fait casser son tombé. C'est pas très agréable, hein, quand même. Tu étais là, tu fais ton tombé, 1-3, puis t'as quelqu'un qui vient foutre le bordel. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas bien. Et puis Bayley en profite pour faire le petit roll-up, le petit paquet sur l'Irlandaise et l'emporter. Victoire derrière Becky Lynch. Ça s'engueule avec Charlotte Flair. Belair, Shotzi viennent pour tenter de les raisonner et Becky Lynch part mécontente. Alors voilà, maintenant on sait ce qui s'est passé. Hein. Les filles se sont rabibochées en plein match. Rappelez-vous. Elles ont bu leur petit thé, leur petite tasse de thé. Hein, ça rappelle des bons souvenirs. Et puis voilà, Damage Control qui gagne le vendredi soir. Et forcément, hein, on sait ce que ça voulait dire. Pour mieux perdre le samedi. Eh oui, rien de tel. Ouais, écoute, main event. Alors encore plus, c'est sûr, encore plus a posteriori, mais main event que j'avais vécu de manière très dispensable, très artificielle. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'ils avaient pas envie de nous proposer autre chose sur ce SmackDown, donc ils se sont une nouvelle fois reposés sur les filles et un peu sur la facilité. Je veux dire, bon allez, on va booker un 2v2 avant le 4v4 du week-end, qui pour moi n'a pas grand intérêt, puisque d'un point de vue storyline, c'est-à-dire que la dissension Charlotte-Becky, on la connaissait déjà. Alors ok, on l'a mise en scène ici, mais n'apporte pas énormément de choses. Et puis j'achète pas trop ce côté les heels arrivent avec un maximum de momentum pour samedi. Ça tient pas sur une stipu comme Wargame. Je trouve que c'est pas très encore une fois, voilà, je trouve ça très artificiel, parce que quand on est sur un match pour le titre qui va arriver le samedi, tu peux te dire oui, si le challenger ou le champion gagne un match ou met en difficulté son challenger, ou inversement la veille ou l'avant-veille, tu peux comprendre cette notion de momentum. Là, on parle d'un 2v2 à la régulière qui se gagne sur un roll-up, sur un malentendu. Bon, peu importe en fait, puisque dans 24 heures, elles seront dans une cage à 4v4 avec des armes, et ce sera énorme, ce sera le bazar énorme. Donc ce match est sans conséquence et ne nous apprend pas grand-chose de plus. Donc voilà, je l'ai vécu encore une fois comme une longueur et c'est vrai que j'espérais à la fin de ce SmackDown me dire que passé les Wargames, on allait essayer d'alléger un peu ces SmackDown construits à 100% sur la division féminine. J'étais un peu lassé, ouais. Bon, un petit top, un petit flop, une petite note quand même avant de partir au show rouge, où là il s'est passé des choses quand même beaucoup plus intéressantes, évidemment. Ouais. Et écoute, le top, même si voilà, on a parlé de cette curiosité un peu de booking, je vais clairement le donner à ce Austin Theory, Grayson Waller, Kevin Owens et LA Knight, qui était qui m'a fait kiffer en milieu d'émission, et qui m'a fait regretter évidemment de ne pas l'avoir eu un peu plus tard au PLE, mais ouais, qui était pour moi un moment sympa avec les mecs que j'ai envie de voir de SmackDown, quoi, concrètement. Et puis le flop, j'en ai parlé, c'est cette utilisation un petit peu artificielle de la division féminine. Bon, même si je comprends, hein, il fallait, c'était un marquee match-up de Survivor Series, donc mais bon, c'est un flop personnel, on va dire. Voilà, c'est ce côté SmackDown un petit peu indigeste à mon goût avec les filles. Et puis ma note, bon an mal an, même si tout le monde sait, hein, j'apprécie pas cet angle principal. Je trouve que à l'aune d'un go-home show, écoute, ma foi, c'était pas un mauvais go-home show. Avec les Judgment Day qui étaient là et qui étaient chauds, et puis les filles qui même si j'aime pas ça, on fait le taf en quelque sorte. Donc écoute, un 2,75 pour ce SmackDown. C'était au-dessus de la moyenne. C'était au-dessus de la moyenne, et c'était efficace, mais voilà, j'avais envie qu'on passe à autre chose, ça c'est sûr. On va bientôt passer à autre chose. Laisse-moi juste le temps de donner mon top. Mon top, je vais donner à Santos Escobar, sa promo, voilà, son agression sur Carlito. Ça me plaît beaucoup. Mon flop, je vais le donner à ce match des Brutes contre les Police Deadly, mais plus généralement à cette histoire qui sent pas bon, Et puis, ma note, je vais être comme toi, je vais donner un bon 3, là, c'est solide. Enfin, t'as pas donné 3, mais voilà, on a la même réflexion. Un bon gomme chaud avec quand même un match de championnat qui nous est donné, et voilà.
dans le ring, c'était plutôt sympa. Donc, un go home show qui se défend, indépendamment de ce qu'on peut penser de ce qui nous est proposé. Allez, direction le show rouge. Cette fois-ci, les Survivor Series sont derrière nous, mon beau Giscal. Et oui, on en a déjà discuté, incroyable. Là, on est dans la DeLorean. On retourne dans le passé, maintenant direction le futur. Et le turfu, c'est tout simplement le retour de Randy Orton. Nous sommes à Nashville, Tennessee, le 27 novembre. Et la musique de Randy Orton retentit. Il est vraiment, vraiment de retour. Grosse pop. Énormément de pop. Si vous voulez savoir ce que c'est la pop, il faut aller sur notre Discord. Le lien est dans la description. Orton nous demande s'il nous a manqué. Bah oui. Évidemment. Il nous a manqué. Il est de retour. Welcome to Monday Night Raw. Alors, beaucoup d'émotions dans cette promo de Randy Orton. Hein. Ouais. Beaucoup d'émotions. Ouais. Même là, il est là. Je pense qu'il avait oublié de dire. Il s'est rendu compte qu'il devait dire Welcome to Monday Night Raw. Il fait attendez. Il faut que je le dise. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'était sympa. Beaucoup d'émotions dans un Randy Orton. Naturel, qui est content d'être de retour. C'est un mec, il pensait pas forcément. Ouais, c'était vraiment ce qui transpirait. Je l'ai senti très authentique là-dessus. Ça faisait plaisir de le voir avec cette banane là comme ça, taper dans les mains des fans. Il s'est arrêté bien 15 secondes pour signer un petit jouet à un gamin là dès le début. Et puis quand il est monté pour la première fois sur le poteau du ring pour faire sa fameuse pose de Legend Killer, il a demandé un peu au public attendez 2 secondes, j'ai besoin d'un petit moment parce que ça lui faisait quelque chose. Alors soit il en faisait des caisses un peu parce que il est très bon acteur et puis c'est un formidable professionnel, mais je sais pas, j'ai senti une authenticité qui était vraiment touchante pendant tout le segment et qui m'a fait juste plaisir parce qu'au final il est pas passé loin quand même de la correctionnelle quoi. Ouais. Première fois qu'il participait des Wargames, alors que son poteau Cody Rhodes l'a appelé, il le dit, c'est son poteau. C'est un match inventé par Dusty Rhodes, il était obligé de dire oui. Il voulait faire partie de l'histoire du catch professionnel. J'ai dit, mais attends, Randy, c'est l'histoire du catch professionnel qui fait partie de toi, voyons. Remettons les choses dans l'ordre. Et puis en plus, il était content parce que y a la Bloodline aussi, qui est là. Et puis il y a une petite addition à faire payer à la Bloodline. Et puis on va placer les RKO, les fameuses lettres les plus dangereuses de la WWE qui seront servies. Ça sera écrit sur le ticket de caisse si vous voulez un reçu. Et la musique de Rhea Ripley qui vient gâcher un petit peu le retour, un peu la fête. Même s'il est là, lui dit bienvenue, c'était bien ce que t'as fait. T'as un petit peu volé la vedette là après 1 an et demi d'absence. C'est un petit peu aussi de ta faute si mon pote Damien Priest a pas pu faire son cash-in, il serait champion à l'heure actuelle. Du coup, tu t'es fait des ennemis, c'est con, tu reviens à peine et tu te fais des nouveaux ennemis. C'est dommage. Oui, parce que nous, contrairement à la Bloodline, on est toujours là. On va te mettre sur la touche pour de bon cette fois-ci. Orton dit à chaque fois je vois que c'est Mommy qui s'impose, qui est là, mais maintenant Daddy is back. Oui, papa est de retour, papa est revenu, il a acheté ses cigarettes, ça y est, ça a mis 1 an et demi, mais il est de retour, il a ses clopes, et il va pouvoir commencer à venir fumer, tout simplement. Le Judgment Day qui vient lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a pas mal de choses qui ont changé, mais un truc qui a pas changé, c'est que Randy Orton, personne ne lui dit quoi faire. Personne ne dit quoi faire à Randy Orton jusqu'à ça, c'est sûr. Alors Rhea Ripley, elle rigole, elle dit écoute, j'ai tenté de te prévenir, mais trop tard, tant pis. Évidemment, les hyènes du Judgment Day arrivent par derrière pour l'attaquer. Ça distribue un RKO sur JD, tout simplement. McDonald qui est venu, qui prend son deuxième RKO, le deuxième RKO de Randy Orton en 48 heures, c'est pas mal. Et le défi est lancé à Domino, Dirty Dom, qui va tout simplement devoir affronter la Vipère pour son premier match à Monday Night Raw depuis plus d'1 an, incroyable, et Dominic qui était horrifié à l'idée d'affronter la Vipère. Oui. Quel retour, quel promo, et voilà. Quel retour aux affaires. C'est magnifique, retour aux affaires. Direct dans le mix. Il a pas perdu de temps, Orton, tout de suite. Dans la bisbille avec le Judgment Day. Écoute, très beau follow-up, très belle suite à ces Survivor Series. En effet, écoute, il ouvre le show. Superbe réception. Nashville qui l'a accueilli évidemment à la hauteur du talent et de la légende du bonhomme. Encore une fois, je reviens pas sur le fait que juste ce début de promo super touchant, super sympa de le revoir comme ça. Et puis ce petit couplet petit hommage à Cody Rhodes d'ailleurs. Pour ceux qui
Pour ceux qui ont vu la conférence de presse d'après Survivor Series, Cody Rhodes était bien évidemment là comme toujours et a été aussi là aussi très émouvant, très touchant hein, sur le fait que c'était le match de son père évidemment, mais aussi les retrouvailles avec Randy Orton et le fait que les mots apparemment que Randy Orton lui aussi lui a dit dans le ring quand il est revenu, et le fait qu'il lui ait laissé le tomber et la victoire pour le match de son le match de son père, alors que c'est un peu Randy Orton qui avait fait un peu le café et tout le travail pour sauver les gentils. Donc tout ça est sympa. Est-ce que ça servira plus tard d'ailleurs? Haha, qui sait. Mais en tout cas c'était cool à voir. Et puis après ouais, premier choc de la soirée. Forcément excitant, les frissons. Rhea Ripley qui vient interrompre Randy Orton. Alors c'est vrai que Rhea Ripley face à Orton dans un ring tout de suite. Il y a eu des choix RKO. Peut-être. Il y a eu des choix RKO parce qu'on a face à face quand même peut-être ceux qui ont historiquement le plus d'interactions mixtes. Ouais. Physique, on va dire, à la WWE. Rhea Ripley a souvent malmené des gars, tout comme Randy Orton ne s'est pas gêné par le passé pour attaquer des femmes. Donc c'est forcément, il y a un petit truc qui se passe, c'est pas anodin. Et puis voilà, je disais super follow-up sur Survivor Series parce que bah oui, Orton, il est venu foutre le bazar dans les plans du Judgment Day, et donc c'est tout à fait logique de voir finalement les choses. Orton s'empêtrer tout de suite dans la toile du Judgment Day, lui qui pourtant revenait pour la Bloodline se retrouve avec une autre faction à gérer à Monday Night Raw. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'en tout cas tout ça était drôlement bien fichu et posait des bases pour la suite, pas que pour ce Raw, mais pour la suite après derrière. Donc magnifique intro, ouais. Ouais, grosse intro, tu l'as dit, beaucoup d'émotions, et puis on retourne directement aux affaires courantes pour Randy Orton. Derrière, on a eu tout simplement le Tag Team Turmoil pour nominer des aspirants numéro 1, les First Contenders pour le titre Tag Team justement détenu par le Judgment Day. Donc c'est un match, c'est un gauntlet match par équipe tout simplement, qui était ma foi très 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 plaisant, avec une sacrée histoire qui est racontée pour la dernière équipe qui va aller jusqu'au bout. Ça a commencé avec la Alpha Academy qui était représentée par Otis et Tozawa, qui ont fait tous les deux le ver de terre, qui ont fait l'astico. Ça c'était plutôt sympa, plutôt rigolo. Ils affrontaient d'autres babyface, les DIY, Gargano et Tommaso Ciampa. Ces derniers vont remporter la première manche avec le double super kick là sur Tozawa. Derrière, c'est Indus Sher, donc la team de Jinder Mahal, les Indiens qui débarquent. Écoute, les mecs super green. Franchement, j'essaye de dominer, mais franchement, c'était pas très jojo à voir. Allez, renvoyez-moi tout ça au Performance Center. Le roll-up, en plus, ils se font roll-upper comme des gros bêtas. Jinder Mahal, va falloir ressaisir un petit peu, remettre tes mecs sur le droit chemin, puisque les DIY continuent. Direction cette fois-ci les Creed Brothers qui arrivent. Ça enchaîne, c'est ça les Gauntlet Match, les Tag Team Turmoil. Il n'y a pas le temps de respirer. Et derrière, on a tout simplement donc les Creed Brothers, les champions de lutte universitaire, Julius et Brutus. Magnifique, j'adore ce prénom. Qui affrontent, donc qui viennent avec leur copine Ivy Nile. À la fin du combat, c'est DIY qui prépare leur double super kick. Mais Julius, il bloque le Gargano. En prenant une super bombe, il le chope au moment que le mec vient placer son kick, et pendant que Brutus s'occupe de balancer Ciampa à l'extérieur, et derrière c'est la Brutus Ball. La Brutus Ball, j'adore cette prise. Ouais, avec c'est vrai Brutus que qui se lance en boule. Aussi, ouais. On a pu l'apprécier plusieurs fois là. Ouais. Ah oui, là vous allez en bouffer. Là il y a eu des tirs de canon qui ont été envoyés à tir larigot, puisque derrière même traitement pour les New Day. Incroyable, première surprise de ce Turmoil, j'aurais tendance à dire quand même, les New Day qui arrivaient chaud bouillant et qui se font sortir à la régulière par les Creed Brothers, pareil, Brutus Ball sur Kofi. Et derrière, on voit Imperium. Alors on se dit, attends, c'est fini pour les petits jeunes. Eh ben non, les Creed Brothers, ils se préparent pour placer leur finisher. Vinci balance Brutus à l'extérieur. Derrière, on a Kaiser qui balance Julius contre le coin. La close line est placée. Kaiser qui prend le tag, il se prépare pour placer le finisher des Européens. Mais Julius, il est là, il saute et il fait une superplex à Kaiser. Les superplex qui ont été balancés à droite à gauche pendant cette dernière manche. Et derrière, Julius
Brutus, il prend Vinci sur ses épaules, et Brutus, qu'est-ce qu'il fait? La Brutus Ball! Dernier coup de canon, le 3e coup de canon qui est lancé. 1, 2, 3, victoire des Creed Brothers. Incroyable démonstration de force de ces petits jeunes qui vont donc aller affronter le Judgment Day. D'ailleurs, derrière, on a Finn Balor qui dit dans une petite séquence backstage, attention, hein, les mecs, c'est des costauds, faut pas trop les prendre à la légère. Écoute, je crois que là, effectivement, ils ont marqué le coup là avec cette triple Brutus Ball. C'était assez impressionnant. Oui. Ouais, tout à fait. Un match classique Tag Team Turmoil, souvent construit un petit peu comme ça, hein, qui est fait pour pousser une équipe, et souvent on se sert de cette construction de gauntlet match pour donner aux vainqueurs finaux plusieurs victoires consécutives, cette prestation un peu héroïque au forceps qu'on aime bien voir chez les équipes face, ou éventuellement, c'est vrai que presque s'ils étaient un peu tombés face à Imperium, qui est une équipe bien établie, c'était assez indécis sur la fin. J'ai trouvé que c'était pas mal d'avoir envoyé Imperium en dernier, parce qu'Imperium, voilà, ça fait partie quand même, je trouve, dans la hiérarchie. Bon, évidemment, il y avait le New Day juste avant. D'ailleurs, c'était sympa de voir les Creed Brothers battre le New Day. Voilà, ce côté Imperium derrière qui passe, tu pourrais te dire, ah oui, est-ce que il y a le crève-cœur de voir les gentils échouer si proche du but face aux vilains d'Imperium. Et puis en même temps, je pense que c'est aussi un excellent choix d'avoir choisi les Creed Brothers pour le push héroïque final, donc c'est bien joué. Match qui est, je trouvais, donc efficace sur l'objectif et sur le résultat. Difficile de rentrer dedans. C'est vrai que cette première partie avec la Alpha Academy, Indus Sher et DIY, c'était ça faisait un peu très low card quand même, hein. Très 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 low card. Difficile de prendre au sérieux la division tag team à ce moment-là. Bon, ok, c'est cool de voir Tozawa, mais bon. DIY contre ces deux-là, bon voilà, c'était un peu plus des clowneries qu'autre chose, qui fait que bon, DIY, voilà, moi, bon, personnellement, je suis pas fan d'eux, donc ça me pose pas trop de problème, mais j'ai plutôt tendance à dire que ça confirme un petit peu aussi tout les soucis qu'ont cette équipe. Et puis derrière, après, t'envoies Indus Sher. Alors, autre problème aussi, c'est que du coup, DIY a beaucoup de mal à exister en tant qu'équipe face en début de match, parce que choix compliqué aussi, hein, de démarrer sur deux équipes de face comme ça, et une qui est beaucoup plus over que l'autre, et qui en plus est destinée à perdre et faire les clowns. Donc DIY se retrouve quasiment à être parfois un petit peu sifflé pendant le match, alors que j'imagine que c'est pas vraiment le but. Donc et puis après derrière t'envoies une Sher qui se fait quasiment balayer sur un malentendu, alors que c'est censé être des monstres. Bon, globalement, tout ça pour dire que les 10 premières minutes du match, j'ai trouvé que c'était assez mal ficelé, assez mal écrit. Et puis après, les Creed Brothers arrivent, et là c'est très efficace. C'est très très efficace. Les mecs sont excellents. Donc forcément, ça change la donne. Et tu l'as rappelé, triple Brutus Ball. Et tu sentais quand même la volonté, hein, voilà, de pilonner avec ce finisher, tel Brutus pilonnait avec sa Brutus Ball. Parce que souvent dans les gauntlet match, on peut avoir une équipe babyface qui, s'ils enchaînent les victoires, il va y avoir un roll-up, il va y avoir un finisher, il va y avoir peut-être un signature move ou un count-out ou un truc. Ils vont essayer de diversifier. Là, c'était Brutus Ball pour bien faire comprendre que c'est dévastateur. Et écoute, ma foi, ça marche. Donc ouais, objectif rempli. Objectif rempli, Creed Brothers, on y va à fond. C'était vraiment, moi j'ai beaucoup aimé l'intensité et l'indécision qu'il y avait sur les deux dernières manches. Donc mission remplie pour moi. Donc il y a une petite séquence backstage avec le Judgment Day. Damien Priest fait un peu penaud, parce que voilà, il dit c'est ma faute, j'étais le leader, c'est la défaite, c'est pour moi. Les autres disent t'inquiète pas, mon bon Damien Priest. Donc toi, tout va bien, on a perdu, mais on est une famille, Et puis après ils vont aller voir comment se porte JD McDonagh. La musique de Cody Rhodes retentit. Eh oui, Cody est là à Nashville. Et donc il remercie tous ses potos pour cette belle victoire. Il remercie Orton, comme tu l'as dit, qui lui a donné un beau souvenir là, en lui donnant le tombé, le crossroad dans le match de son père. Mais il y a une autre histoire dont il faut parler, c'est le retour de CM Punk. Ah, ça y est, mon beau Giscal, on commence à parler de Voldemort. On parle du méchant dont on ne doit pas prononcer le nom. On pensait pas que ça arriverait un jour. Même si ici à Ketchup, on avait un type qui pensait que qu'il allait revenir un jour, que ce serait la belle histoire. Il a eu raison. Il s'appelle Raphaël, et peut-être qu'il vous en reparlera plus longuement. En tout cas, Cody Rhodes, il a un mot pour CM Punk. Welcome back. Et il sait, c'est bien, hein, de la part de Cody Rhodes. Lui, il a fait la même.
Il a fait la même, Cody Rhodes, l'aller-retour. Donc, effectivement, c'était bien vu de la part de Cody et des scénaristes de donner ce discours à Cody Rhodes, qui va pas s'étendre plus que ça, parce qu'il dit, avec toutes ces histoires là de mecs qui reviennent, il y a une autre histoire là que j'aimerais bien terminer. Vous savez, c'est mon histoire à moi là. Je sais pas si vous l'avez oublié ou pas. Et du coup, Cody Rhodes, il nous projette déjà sur 2024. Il nous envoie en 2024, Giscal, puisqu'il est le premier, il a l'honneur d'annoncer être le premier à annoncer, son entrée, sa participation au Royal Rumble match. Il n'a pas dit qu'il serait le premier à entrer. Il a dit qu'il est le premier à annoncer qu'il serait dans le Royal Rumble match de janvier en 2024. Les lumières s'éteignent et c'est Shinsuke Nakamura qui va servir de rivalité de transition, petite feud jusqu'au Royal Rumble avec ses petits sous-titres. Il a besoin de Cody pour évoluer et donc il a jeté son dévolu pour amener tout simplement le chaos sur Cody Rhodes. Et Nakamura apparaît derrière et il lui place un Red Mist, donc rouge, sang sur la tronche de Cody Rhodes qui va s'occuper comme ça jusqu'au Rumble. Voilà, c'est la petite occupation de Noël. C'est ça. Écoute, ma foi, inattendu. En effet, bon déjà voilà, petit chat de Cody Rhodes, bon très classique, voilà, la promo de Cody Rhodes classique, bon et puis il ouvre le bal des traditions de Noël, donc voilà, il s'annonce, ça me fait toujours marrer ce principe de s'annoncer dans le Royal Rumble, comme si on en doutait d'ailleurs déjà, mais bon, écoute, ça c'est un grand classique, il faut y passer, ils vont tous y passer. Et puis Shinsuke Nakamura, donc comme tu dis, qui arrive pour sa petite fête de transition. Ma foi, écoute, let's go. Moi, ça me va bien, je trouve. Bon adversaire pour Cody Rhodes, je pense, pour engranger du momentum et une ou deux victoires peut-être, voilà, d'ici le Rumble. Et puis voilà, petite ironie quand même, petit sourire pour ceux qui sur Internet, on lisait quand même pas mal. Bon, de toute façon, c'était la foire depuis des mois et des mois sur CM Punk et tout le monde, on l'a dit sur Survivor Series lors de la review, tout le monde y allait de ces spéculations, de ces rumeurs, des dirt sheets, mais au final, on a bien compris que personne n'y savait rien. Et parmi les rumeurs, on avait quand même beaucoup de gens sur Internet qui étaient manifestement persuadés que Shinsuke Nakamura semait des petits cailloux, tel le petit pousset, il semait des indices sur le retour de CM Punk avec ses promos cryptiques et tout. Et au final, il s'avère que encore une fois, c'était n'importe quoi puisque non, il parlait de Cody Rhodes. Donc écoute, voilà, très bien. Donc non, bon écoute, allez, en avant là-dessus. Allez, en avant là-dessus, comme tu dis, et surtout en avant les costauds, en avant les gros, puisque Bronson Reed affronte Ivar dans un match qui va tout simplement se terminer à l'extérieur. Ça nous rappelle des bons souvenirs. On aime ces matchs de gros costauds. Moi, c'est exactement ces moments parce que à peine la cloche a sonné que je me suis dit, faut que ça se termine comme ça. Faut que ça se termine pas ce match. Il faut que les mecs se mettent sur la tronche jusqu'à ce qu'ils se fassent décompter à l'extérieur. Oui, aussi, pourquoi pas. Mais là, on va déjà se contenter d'un double count-out, si tu veux bien, entre les deux gros costauds qui enchaînent les slams contre les barricades à l'extérieur. C'est le gros bordel. Valhalla s'est fait expulser dans les coulisses. Les agents de sécurité arrivent, mais il lance un agent de sécurité sur Ivar. Ça, c'est excellent. Tu vois, allez, voilà. Ça, c'est très fort, ça. Reed qui fait le gros costaud. Ivar qui monte sur une caisse et qui fait un énorme flip. Et puis, les deux hommes se font finalement séparés par les officiels. Donc, l'affaire ne fait que commencer. Et on adore. Moi, j'adore. Voilà. On est dans de la bonne mid-card, là, de gros costauds qui se mettent sur la tronche. On n'a pas besoin de plus que ça. C'est retour aux sources. De la grosse bagarre. Ouais, exactement, tout pareil que toi. Ouais, moi j'ai adoré, trop kiffé. À la limite, j'aurais préféré même que ça parte en sucette beaucoup plus vite que ça. Mais ouais, exactement, très efficace. Ce segment post-match était super. Franchement, ils se sont foutus sur la tronche et sur les pauvres gars de la sécurité. Voilà, simple, efficace. On a envie d'en voir plus. C'est de la mid-card qu'on aime. Très bien. Petite séquence backstage avec les Judgment Day qui tombe sur R-Truth. Eh oui, R-Truth, il a fait son retour. Hein. Il est là, c'est le vrai gros retour de ce week-end. Il bouffe des gâteaux, il est dans le clubhouse de Judgment Day. Non, mais aucun respect, le mec il fout des billettes partout, il y a du sucre partout. McDonough est outré, il est scandalisé. Et Truth dit, je voulais vous parler au fait, j'ai entendu dire que vous cherchez un 5e membre pour les Wargames. C'est bon, je suis là, j'y suis. Voilà. On trouve leur Truth qu'on connaît bien, qui est
voilà, qui a 48 heures de retard, dit mais c'est terminé le mec. Et là, tu me demandes est-ce qu'on a gagné? Il dit moi j'en peux plus de toi, vas-y dégage. Et McDonough qui dit bah je vais m'occuper leur chouf, même si je suis pas sûr je me souviens pas, on ne les revoit pas les deux hommes. Non, mais je crois que c'est booké pour la semaine pro, il me C'est semble. booké pour la semaine prochaine. Oh, bah oui voilà. Ouais. Bon voilà, alors chouf fidèle à lui-même, on a bien rigolé. C'est plutôt sympa cette petite séquence. Division féminine, Giscal. Eh ouais, mais la division féminine qu'on aime. Ça, celle où il y a Nia Jax. Celle qu'on aime. Hein, celle où il y a Nia Jax. Et où il y a Chelsea. Oui, où il y a Chelsea. Et voilà, il y a du bon monde, il y a du bon monde. Alors, évidemment, Shayna Baszler est là, avec Zoe Stark, sa copine, t'inquiète, t'en auras d'autres, des chances pour le titre. Nia Jax qui vient se moquer un petit peu de tout ce monde-là. Elle dit, c'est moi qui aurais dû avoir le match. Baszler dit à Nia de la fermer si elle veut pas se faire casser le bras. Elle dit attends, je peux gérer mes affaires, et donc elle lance un défi à Nia Jax pour ce soir. Nia Jax qui va battre Zoe Stark, qui aura quand même tout tenté. Voilà, c'est une battante, mais malheureusement ça ne va pas suffire puisque alors que Stark monte sur le coin, Nia Jax se relève et elle la fait chuter. Le Samoan drop sur Zoé et derrière la senton et puis le bonsai drop comme elle dit, donc la grosse descente du cul. Donc elle s'est fait écraser 2-3 fois là pour la victoire. Nia Jax qui reprend du momentum. Puisque Nia Jax serait tout à fait légitime quand même pour une belle affiche là pour le Rumble face à notre championne, notre maman. Notre maman à tous. Bah ouais, écoute, là, efficace aussi. Nia Jax, en effet, je trouve que c'est mieux dans le ring. Moi, ce que j'apprécie depuis son retour, c'est pas mal, c'est son attitude, ses promos backstage. Ouais, son charisme qui s'est bien développé, je trouve, d'une certaine manière. Après, dans le ring, j'ai toujours trouvé ça quand même extrêmement laborieux, mais écoute, ma foi, c'était pas si mal que ça. Là, je trouve qu'il simplifie vachement ses matchs, et ce nouveau finisher aussi est pas mal pour elle. Donc bien. Après, le petit regret que j'ai sur ce match, c'est que ouais, c'est 2 défaites coup sur coup pour Zoe Stark là, et 2 défaites. Je trouve que j'ai retrouvé un peu les mêmes défauts qu'au match contre Rhea Ripley ou Survivor Series, c'est-à-dire que c'est 2 défaites un peu sans coup férir de Zoe Stark qui retombe là vraiment pour le coup, nécessairement assez loin dans la file d'attente, mais qui retombe là assez loin avec cette impression que elle était un petit peu que de passage quoi. Je sais pas, il y a j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage et je sais pas si c'était vraiment si nécessaire que ça de l'envoyer se faire bouffer par Nia Jax. Est-ce que ça aurait pas été peut-être plus cool de mettre Shayna là-dessus ou bien sûr ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Voilà, ouais, ça m'a un peu gêné, même si au demeurant je suis un peu comme toi, je trouve que c'est une affiche pour le Rumble qui me convient, moi. Nia Jax, Rhea Ripley aussi, ouais. Derrière, on a eu Kaiser et Vinci qui tapaient la discute. Gunther a dit qu'ils s'attendent les deux pour régler un petit problème là, avec DIY. Il veut parler avec Adam Pearce. Kaiser et Vinci donc qui s'en va. Le Miz arrive. Il a vu la conférence de presse de Gunther. Il a dit que voilà, le prochain challenger doit venir, le challenger en personne. Donc le voici. Il dit Miz, oui, bien sûr. Voilà, le Miz dit d'accord, je peux te battre. Il dit, écoute, je sais que tu n'es pas une menace pour mon règne légendaire, et tu es venu comme un homme pour demander ce match, et donc tu le mérites. Et derrière, est-ce qu'on a retrouvé, on les a pas revus Non, c'était tout, je pense. Ouais, c'était bon, voilà. Pas de... Non, mais bon, après il refuse, évidemment. Gunther, oui, bien sûr, il dit ouais, c'est ça. Il refuse le challenge qui est lancé. Il dit voilà, t'es un bon gars, tu t'es bien battu, mais c'est pas très sérieux tout ça. C'était marrant. Enfin, j'ai bien aimé sa formulation aussi. C'était très très agaçant. C'était et à la fois toujours dans ce style de Gunther que j'aime beaucoup, ce personnage de heel qui place, qui est très original et très dur à tenir, qui place les valeurs du catch et l'honneur en quelque sorte très très haut. Et cette façon qu'il a eu encore une fois de complimenter tout en étant détestable, qui est que du coup t'as prouvé que tu étais parce que c'était aussi un peu l'enjeu de cette feud, Gunther qui considérait que le Miz n'appartenait pas
au ring de catch en quelque sorte. Il a dit voilà, Miz t'as prouvé que tu appartenais voilà à la caste un peu des catcheurs, mais juste pas avec moi quoi, c'est tout. Pas dans mon ring. Ouais, Donc c'est à la fois il l'adoube et en même temps il se place au-dessus et il considère qu'il est pas dans sa ligue, donc assez efficace. Petite promo qui semble quand même nous dire que on aurait une revanche. Ça pour le coup c'est un peu étrange, mais bon, un petit peu étrange parce qu'on a du mal à voir ce qu'on aurait vraiment un autre 1v1 ou alors balancer dans un wiki vite c'était étrange mais... en tout cas que le Miz vienne comme ça réclamer. Ouais. Alors est-ce que c'est une manière de prolonger un petit peu la rivalité parce que comme ça leur permettra d'avoir des petites stories. Ils aiment bien avoir des petits programmes intra-Rumble, dans le Rumble et tout, parce que mais bon, écoute, voilà, en tout cas toujours très impressionné, voilà, de ces petites promos de Gunther qui sont terriblement efficaces et je trouve qu'il est de mieux en mieux sur ces sujets-là. Ouais. Seth Rollins, lui, a beaucoup de choses à dire. Il arrive, il est le visionnaire, le révolutionnaire, mais la foule chante CM Punk. Elle chante pas son thème son. Ça, c'était très taquin. On n'était pourtant pas à Chicago, on était à Nashville, mais voilà, des gens ont chanté CM Punk et c'était. J'ai trouvé ça bien. Toi. Je sais pas à quel point c'est naturel. Enfin, c'est quand même un top babyface, Seth Rollins. Enfin, l'empêcher d'avoir contrecarré le chant de Seth Rollins, c'était compliqué. Et là, non, on a des chants CM Punk. Alors Rollins, allez-y, chantez, criez CM Punk si vous voulez. Mais lui, moi, sortez-le de votre système. Ouais, sortez-le, voilà, c'est ça. Expulsez-le, il faut purger, voilà. C'est le week-end de la purge, mais il ne veut pas perdre un seul instant, pas une seule seconde sur cet hypocrite, ce sont ses mots, hein. Et plutôt que de parler de quelqu'un qui n'a aucune importance, il va parler de quelque chose qui est très important, le titre de champion du monde qu'il a construit, voilà, depuis 6 mois, le championnat le plus important de la WWE. Je commence à avoir le goût là, je leur défendre mon titre, hein. War Games, voilà, il était en cage, il était en équipe, il a pas défendu son titre, donc il allait voir Adam Pearce pour lui en parler. Parler justement de son prochain challenger, et c'est la musique de Drew McIntyre, l'Écossais qui retentit, qui est lancé. Il dit voilà, c'était un week-end de folie. On parle beaucoup de choses dans le ring, en dehors du ring, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a entre les cordes. Donc il vient féliciter notre ami Seth Rollins pour cette victoire. Les deux se serrent là, paluche, en se regardant un peu bizarrement. Il dit, moi je voulais attaquer Jey Uso, mais maintenant j'ai réalisé que je devais mettre le frangin Uso derrière moi. Je dois me concentrer sur ce qui est important, c'est le titre mondial. Eh oui, Drew McIntyre veut toujours ce titre mondial. Tu te souviens ce que tu m'as dit avant notre match à Crown Jewel? Il dit que voilà, je devais donner le meilleur de moi-même. Je suis la meilleure chose qui pourrait arriver. Je passais mon temps à me blâmer. Maintenant, tu as raison. Il y a un seul moment dans le match où c'est quand le match s'est terminé pour Rollins, c'est qu'il lui a balancé Rollins à travers le tablier, enfin contre le tablier du ring, qu'il avait passé la clé mort. Maintenant, il commence à relever. Pardon, je m'embrouille un petit peu. Il relève Rollins, il donne une petite claque, il mérite. Il lui met une petite claque. Il dit voilà, je dois devenir un requin. Tout simplement, je veux mon rematch. Il réclame son rematch. Il dit écoute, t'es honnête. Give me that damn rematch. Ouais, voilà, c'est ça. Match. Il dit, écoute, voilà, t'es honnête, tu parles avec le cœur, pas de souci. Tu mérites sûrement un rematch, mais il y en a d'autres qui méritent aussi. Et donc, je vais défendre mon titre mondial la semaine prochaine à Monday Night Raw. Il dit, attends, t'es le champion, tu décides, c'est qui ton adversaire? Il dit, ça va pas te plaire, et il se révèle que c'est Jey freaking Uso, qui aura le match la semaine prochaine. Et alors, McIntyre pète un câble, gros coup de boule. Il commence à attaquer Rollins. Ouvre le front d'ailleurs. Ouais, je le sais front pas il a tapé, mais ouais. Peut-être la ceinture, hein. Je sais pas parce qu'il doit avoir peut-être parce que c'est bizarre. Et donc il a pissé le sang tout le reste de la soirée. Jey Uso qui débarque, et donc Rollins et Jey qui vont sortir Drew McIntyre qui venait en paix, en rédemption, et qui finalement va s'y retrouver une fois de plus. C'est une très bonne écriture, hein. Le petit détail qui refait tout péter, lui qui a dit que Jey Uso c'était derrière lui, pas du tout.
Le simple fait de savoir que Jey Uso va avoir un match a remis toute cette colère, toute cette rage qu'avait Drew McIntyre. Et donc, ça va être chaud. Derrière, on a eu encore une petite interaction sympa, et puis après, je te donnerai la parole. C'est Sami Zayn qui arrête Drew, qui fait hop, mon poteau, mais qu'est-ce que tu fais? Alors voilà, lui, il est là, le modérateur, il est là pour calmer c'est très bien, Sami Zayn, il veut calmer tout le monde, il est là pour le juge de paix. Il veut vraiment, dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien. L'attaquer comme ça, c'est pas cool. Écoute, il dit, tu peux pas comprendre. Et l'autre, il dit, mais si je peux comprendre, toi et moi, on a finalement vécu la même chose. Moi aussi, j'ai perdu contre Roman Reigns de ma famille. J'ai presque battu Seth Rollins. La différence, c'est que moi, je me relève et je me bats. T'as déjà été un champion, toi, t'as tout eu. Moi, j'ai pas eu encore ça. Et l'autre dit, bah, peut-être que t'as raison. Peut-être que je devrais l'écouter. Et je vais aller voir Adam Pearce. Et donc, je vais organiser un match contre toi, Sabi. Elle a perdu une occasion de se taire, tiens. Eh voilà, tu parles trop, mon bon vieux rouquin. Aïe, Eh ben, aïe, écoute, McIntyre, là, c'est du solide. Là, c'est du costaud. Mais il est enragé. Ils sont en train de créer un monstre. C'est de leur faute. Ils sont en train de créer un monstre. Ouais, non, franchement, voilà, c'est spoiler, hein, mais c'est mon top de la soirée de très, 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 très loin. Drew McIntyre, je trouve que c'était formidable le travail qu'ils ont fait sur son personnage sur cet épisode. Voilà, tu vois, là, enfin, léger retour en arrière, tu vois, sur ce que je disais un petit peu sur les Street Profits, les Brawling Brutes et tout. C'est ce côté en mid-card, on n'a pas le temps un peu de tourner autour du pot, de revenir, de souffler le chaud et le froid, d'essayer de se prendre la tête sur face, sur heel, sur machin, de compliquer les choses. Par contre, voilà, Drew McIntyre, c'est pas du tout la même ligue de personnages, le même type de profil. Là, évidemment, c'est infiniment plus sympa à suivre. Toute cette pérégrination mentale, on va dire, ce personnage torturé qu'on nous raconte, torturé depuis des semaines et des semaines maintenant, qui sombre un coup, qui on a l'impression que d'un épisode à l'autre, il se reprend. Et puis finalement il repète un câble, puis il se reprend. Et là c'est carrément même, c'est pour ça qu'on sent qu'on approche là vraiment du plus que du point de rupture, c'est que c'est même carrément maintenant au sein du même épisode qu'il y a ce côté bipolaire de attends, faut que je me calme, et puis en fait il pète un câble dans la seconde. Donc c'était magnifique. Alors je passe sur le côté, sur le début de la promo de Seth Rollins, qui tu t'en as parlé, qui était intéressant pour le futur, évidemment avec CM Punk, c'était pas anodin, voilà cette petite interaction, mais voilà, ce qui est surtout très intéressant pour le court terme, c'est toute la suite et ce travail sur Drew c'était un vrai contre-pied pour le coup. Moi, je sais pas comment tu l'as vécu, mais début de promo, il arrive tout gentil, je veux serrer la main. Écoute, t'avais raison. Jey Uso, je vais le mettre dans mon rétroviseur. Ah oui, tu dis ah bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là. Et puis là, tu le vois arriver gros comme une maison. Seth Rollins qui lui dit ah mais attends, il y a des gens qui sont devant toi dans la file. Tu dis oulala. Et donc on y est. Donc bon voilà, pétage de câble, super efficace, le monstre Drew McIntyre. Bon, petit moment cocasse. Je sais pas si c'était le truc le plus saillant et le plus intimidant de le voir catcher en boxeur là. Ah oui, il s'est retrouvé en boxeur, le pauvre. Il a perdu son kilt et reste en cuir et boxeur, c'était pas le meilleur look. Ça faisait bizarre parce que les mecs, on les voit en slip tout le temps. Mais là, le boxeur, du coup, ça fait bizarre. Bah oui, c'était pas prévu, toi, c'était un imprévu. Il a perdu son kilt, je pense, et que du coup, il a perdu son kilt. Et du coup, t'avais vraiment l'impression de le voir sortir un pote de la douche et genre c'est la gêne, toi. Tu fais, oui, c'était un peu bizarre parce que c'était assez voilà, c'était assez saillant comme boxeur, on va dire. Et donc voilà, très très efficace. Et puis après, la petite cerise sur le gâteau, c'est cette interaction avec Sami Zayn. On en parle depuis des mois, depuis que Drew McIntyre commence à sombrer du côté obscur, et depuis le transfuge de Kevin Owens à SmackDown et cette envolée qu'on sent venir de Sami Zayn en solo, hein, qui ne fait que de parler du titre mondial, du titre et du fait qu'il est un peu en rédemption et et tout ça, et en même temps ce côté Sami Zayn un peu le Labrador là de Monday Night Raw, qui peut pas s'empêcher d'essayer de rabibocher tout le monde. C'est son passé un peu de la Bloodline. Et donc encore une fois une interaction qui est lourde de sens, hein, et moi je continue à maintenir ce pronostic que leurs chemins vont sans doute se croiser pour la ceinture à un moment ou à un autre, ces deux-là, parce que voilà, encore une fois, un Drew McIntyre qui lui rappelle t'as jamais été champion, et puis ils vont s'affronter la semaine prochaine.
tout ça plante énormément de graines, tout ça est passionnant, en tout cas de mon point de vue. Et puis bah ouais, on n'a pas fini de kiffer, je pense, parce que là, Seth Rollins, Sami Zayn, Jey Uso, Drew McIntyre sont encore pris dans un quatuor qui laisse beaucoup de portes ouvertes, avec toujours l'ombre de CM Punk qui plane en plus sur la promo de Seth Rollins. Ouais, moi j'adore quand c'est comme ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se dessinent. C'est très finement écrit. Direction la division tag team féminine, c'est un peu moins finaux, mais il y a Chelsea Green et même Piper Niven, et nous on les aime, ces filles-là. Et ce soir, elles défendaient leur titre face à Natalia et Tegan Nox, et Dieu merci, elles l'ont conservé. Allez, Oui. pendant ce temps-là, backstage, Randy Orton se prépare, Jey Uso arrive, voilà, ça sera biboche aussi. Jey lui dit merci, l'autre il dit bah écoute, c'est vrai, il l'a sauvé, il dit voilà, désolé pour ce qui s'est passé, on laisse le passé derrière nous. Il a dit voilà, je t'ai vu aider Cody depuis des mois, et les autres, ok, la confiance est importante pour Randy. Alors c'est bon, on est pas mal. Par contre pour le reste de la Bloodline, c'est pas terminé. Voilà. Les termes sont posés. On a un petit coucou de Becky Lynch, voilà, qui fait coucou, je suis là à Nashville. Vous êtes content? Oui, on est content. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Orton, justement, il affronte Domino ce soir. Dirty Dom. Eh oui, c'est notre main event catchesque pour Monday Nitro. Bah voilà, le pauvre Domino qui va aller bouffer du RKO. Mais McDonough arrive pour l'aider, il est là au four au moulin, il était censé s'occuper d'R-Truth, mais il a pas pu s'empêcher de venir aider son pote Dominique, hein, c'est vraiment les sales petits gosses du Judgment Day, là, les juniors, là, qui se sont trouvés, bon an mal an à être souvent ensemble, hein. J'ai dit, il aime aider, il est avec même avec les cervicales pétées, il peut pas s'en empêcher. Il y a une petite intervention du star local, là, un chanteur, là, un gros costaud, là, Jelly Roll, lui, c'est fou, là, sacré gabarit. Donc ça fait des tags avec, bon, ça a l'air d'être une pointure dans le domaine, hein. Donc ça se retourne contre McDonough et Dominique. Orton qui fait un gros backdrop là sur Dominique sur la table des commentateurs, une fois, deux fois, il le balance 3 fois même, je crois. Enfin l'autre il se fait balancer dans tous les sens. On retourne sur le ring. Orton fait un DDT sur McDonough depuis la seconde corde, hein, le fameux Orton DDT depuis la corde. Dominique en profite pour placer sur 619 qui passe. Et oui, Orton, alors Orton, on n'a pas révisé avant de revenir. C'est quoi ce bordel? Derrière le splash, mais ça ne touche pas. Et puis le RKO, bon, il a pris son temps. C'était tranquillo le RKO. 1, 2, 3, victoire de Randy Orton pour son grand retour à Monday Nitro. Eh oui. Bah écoute, ouais, RAS, un match de Randy Orton très classique, un petit peu d'overbooking, c'est sympa. Petite célébrité locale, écoute, très bien. Moi, c'est vrai que ce que je retiens quand même de ce match, c'est que, écoute, Randy Orton, légende de la WWE, qui revient après quasiment 2 ans d'absence, superstar et tout. Qui est-ce qu'on lui envoie? Domino, Dirty Dom. Non mais enfin moi je trouve ça ouf en vrai, hein. Le mec, bah oui. Non mais le gars, le chemin parcouru de Dominique Mysterio en 2023, le gars se retrouve à être le welcome pack pour Randy Orton en main event de Monday Nitro. Parce que bon là c'est bon, on a encore un segment à voir ensemble, mais ça faisait vraiment office de main event de la soirée parce que c'est le truc qui a été annoncé en début de show et tout. Waouh, enfin moi je trouve ça juste hallucinant et il a fait plus que le taf, hein. Enfin c'est bien sûr, c'est très très impressionnant. Domino. Ouais, c'est super, le welcome pack comme tu l'as dit, le onboarding pour les mecs qui sont de retour, c'est plutôt bien vu. C'est vrai que quelle position maintenant à occuper. Il a pris des responsabilités, notre ami Dominique. Ouais. Donc un beau main event classique où le gentil triomphe des méchants. On avait la formule vraiment parfaite là du match très classique entre Orton et qui a retrouvé une shape formidable, et c'est tout simplement le mec, tu l'avais dit hein, dans l'analyse de Survivor Series, un taureau. Oh, c'est choquant, hein. Ouais, impressionnant. Il a pris 15 kilos le mec. Mais c'est pas terminé. Et ouais, c'est pas terminé puisqu'on a une dernière séquence. C'est tout simplement le retour de CM Punk, la musique de CM Punk retentit, hein, cette fameuse, ce son là. Voilà, je le fais super bien. Voilà. J'y étais là. Ouais. L'antenne est brouillée, le hacking, on hack. Attention, ladies and gentlemen, écoutez bien, ceci est un message d'annonce.
pour CM Punk, il est de retour. Et là, c'est parti, une promo très attendue. C'est incroyable, hein. Je sais pas si on se rend bien compte, nous dit-il. C'est moi, CM Punk, debout dans un ring de la WWE Monday Night Raw avec un micro en live, en direct, sur une télé. C'est vrai que on peut prendre la mesure quand même de ce qui se passe. C'est pas rien, hein. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il nous a fait vibrer. Il en a fait vibrer plus d'un, hein, à CM Punk avec ses promos. Indéniablement. Ça c'est sûr. Il a marqué l'histoire de la WWE et ce soir il est de retour. Il est lui-même. Il se sent lui-même, même si il a deux mots en tête. Ça va pas sonner comme le CM Punk qu'on a connu, hein, le rebelle, le outcast, mais il a changé, nous dit-il. Et au début, la foule ne sait pas trop encore sur quel pied danser. Je pense que la foule ne saura pas toujours sur quel pied danser, même après la promo. Et il a dit il faut parler avec le cœur, car la vérité sort toujours. Et on n'est pas à côté de la plaque quand on dit de vérité. Alors il parle de Dusty Rhodes, hein, qui lui avait dit ça. Il dit quand un homme parle avec le cœur, il est toujours proche de la vérité, donc il est toujours dans le vrai. Il peut pas se tromper. Voilà, il peut pas se tromper. Tu peux pas te tromper quand tu parles avec le cœur. Il est revenu après 10 ans, mais voilà, on l'a jamais oublié. Donc là, il commence à remercier tout le monde, disant ouais, vous avez jamais arrêté de chanter mon nom. Bon, je serais tenté de dire Phil, au bout d'un moment, si quand même, hein, les gens avaient arrêté de chanter CM Punk, peut-être. N'exagère pas. Oui, ça a pris du temps, c'est vrai, ça a pris du temps. Mais une fois que les gens ont fait le deuil, on est passé à autre chose. Mais bon, il nous aime, il aime le WWE Universe, c'est les fans, les vrais fans. Il est content de dire qu'il est de retour à la maison. Et ouais, c'est ça, il est à la maison. I'm home, qui nous dit. Il parle du Wise Man, donc Paul Heyman, qui lui avait conseillé. J'ai l'impression que c'est le conseil qu'il donne à beaucoup de catcheurs, Paul Heyman, de partir pour mieux revenir. Et c'est vrai que ça réussit plutôt bien, hein, pour l'instant, à toutes ces anciennes stars de la WWE, partir de revenir. On ne sait pas encore, hein, pour CM Punk. On en est qu'au début. C'est incroyable. Que de l'amour. Visiblement, son retour, c'est que de l'amour, mon beau Giscal. Oui, il est revenu, tout le monde l'a attendu, lui a fait des gros câlins, s'est fait des bisous, c'est une vraie réunion de famille. Sur la bouche, même, paraît-il. Ouais, sur la bouche, mais oui. Je sais pas de qui il parle, mais... Voilà, tout le monde est content. Tout le monde lui demande comment va Edgely. Bah, d'ailleurs, il en place une, je vous rassure. Edgely va très bien et elle vous passe le bonjour. C'était un peu la pop. Les gens étaient, ouais, Edgely. La compétition, je comprends. Grosse compète depuis que je suis parti. Tout le monde va être le meilleur best in the world, mais c'est lui le best in the world. Et les gens ont peur, en fait. Parce que presque tout le monde est content du retour de CM Punk. Et ouais, il y en a qui ont peur de CM Punk, de ce qu'il représente, de la barre qu'il a placée, qui est trop haute. Ils ont peur qu'il revienne avec le fameux brass ring dans sa poche arrière, hein, ce brassard de leader de vestiaire, tout simplement, qu'il revient avec lui. Les gens ont peur de se réveiller, de se dire merde, en fait, ça sert à rien de tout ce qu'on a fait. Une fois que CM Punk est de retour, c'est lui le meilleur, et puis c'est tout, il y a plus qu'à se coucher, puisque le meilleur, que ce soit au micro, entre les cordes ou même aux commentaires, c'est CM Punk. Tout le monde connaît son nom et il n'est pas là pour se faire des amis, nous dit-il un petit peu en off. Il est là pour se faire de l'argent, Pascal. Money. C'est ça. Oui, c'était la petite touche, ça, à la fin, en effet, qu'il a dit à la caméra et pas au micro, en effet. Écoute, écoute, CM Punk est de retour, comme il a dit. On dirait que c'est une expression très anglaise, je sais pas, que l'enfer a gelé, là, je sais pas comment tu... Ouais. Enfin, c'est pour dire, voilà, c'est impensable, quoi, ce qui est en train d'arriver. Mais si, ça arrive, voilà, on avait dit, sur Survivor Series, tout est possible dans le catch, et tout est possible à la WWE, notamment. Promo intéressante, étrange, l'art de beaucoup en dire sans en dire beaucoup. C'est une promo très safe, très safe, dans le sens où, écoute, pas de catcheur cité, pas d'interaction, pas d'interruption, pas de lourd teasing. Alors ok, il y a eu le petit passage, oui, tout le monde n'est pas content de me revoir. Bon, voilà, forcément, ça fait un petit peu miroir avec la promo de Rollins, mais ça, un safe space pour CM Punk dans un safe space, là, il était dans sa petite bulle. Ouais, CM Punk facile, pas pris trop de risques. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était parce que ils ont le droit, voilà, de prendre bien leur temps. Enfin, c'est un retour. Il faut. C'est un retour, oui, voilà, qu'on aime pas. C'est un retour absolument gigantesque pour la WWE. Qui arrive, comme on l'a dit au Survivor Series, qui arrive quasiment à éclipser celui de Randy Orton, qui est quand même, c'est quand même incroyable.
Donc voilà, ils ont évidemment le droit de prendre leur temps et c'est ce qu'ils ont fait. Et en même temps, voilà, j'ai trouvé que c'était habile d'une certaine manière parce que il y avait quelques petits messages qui étaient importants de faire passer, qui je trouve étaient intéressants. Ce côté, voilà, on en a parlé avec, je sais que Ringside y a été sensible aussi sur le Discord, ce côté un peu de, j'ai changé, entre guillemets, c'est un peu l'école de la vie aussi. Il est parti pour mieux revenir, qui est, je pense qu'au-delà d'être un conseil de Paul Heyman, est un conseil qui est très vrai dans la vie, qui est parfois, voilà, tout le monde, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est pas toujours le cas et on se rend compte de ce qui nous manque, voilà, quand on l'a vraiment perdu. Donc tout ça, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. C'est une belle façon, je trouve, de que ce soit pour le faire passer derrière pour un hypocrite énorme ou pour un babyface pendant un moment. Je trouve que c'est une jolie façon de le faire parce que voilà, il a besoin d'adresser, il a besoin d'adresser ces critiques qui vont être légitimes et qui vont venir de partout. Donc je trouvais que c'était pas mal. Le je suis de retour à la maison qui était quand même encore une fois, qu'il le pense ou qu'il le pense pas, ça c'est la storyline qui va nous le dire derrière. C'est quand même quelque chose de très puissant par rapport à tout ce qui s'est passé. Là, pour le coup, on n'a pas besoin de croire ou de pas croire au dirt sheet. Enfin, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie, qui est réel. Enfin, il a quand même cassé du sucre, plus que cassé du sucre. Il a pourri la WWE dans les grandes largeurs. Il les a attaqués en justice. Il y a eu beaucoup de controverses suite à son départ. Donc le fait qu'il revienne et que les premiers mots qu'il disent c'est je suis de retour à la maison, c'est quoi qu'il arrive, moi tu vois, je l'aime pas et pourtant j'ai eu des petits frissons, tu vois, de me dire bon, il se passe un truc quand même de fou. C'est vrai que ça renforçait encore le côté décidément rien n'est impossible quoi. Enfin si Bret Hart est revenu à la WWE après ce qui s'est passé, s'il y a eu toutes ces histoires un peu légendaires avec certains catcheurs et maintenant CM Punk à son tour, c'est vrai que tu te dis c'est le monde du catch est assez fou quand même. Donc voilà, il y avait ce côté maturité du personnage, je suis de retour à la maison, qui était important de poser, je trouve, dans cette promo fondatrice, et en même temps ce côté très safe de j'en dis pas beaucoup, rendez-vous la semaine prochaine. Et qui m'a laissé peut-être un goût de, je me dis, ça corrobore aussi peut-être le narratif qui est que tout s'est fait très vite avec CM Punk et qui fait que peut-être en fait il y a tout simplement, ils sont peut-être encore aussi un peu dans la war room avec lui à savoir comment est-ce qu'ils vont écrire les prochains mois de CM Punk et peut-être que tout n'est pas calé. Donc voilà, une belle temporisation, on va dire. Ouais, effectivement, là, il y a du beau monde déjà. Tout le monde est déjà très occupé. Un CM Punk revient dans une maison il y a eu du changement. C'est plus la coloc a changé. Hein. On est dans une grosse colocation, il revient. Et puis, c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes que quand il était parti. Et c'est vrai que cette promo était on a trouvé ce double langage. C'était une promo à double langage où d'un côté il nous dit qu'il a changé au début et puis en fait il continue sa promo et en fait pas du tout. Hein. Il a un ego surdimensionné, ça n'a pas changé du tout. Ouais. Et, et il a ce petit sourire narquois, ce petit coup d'œil, ce petit sourire. Ce sale gosse. Ouais, c'est vraiment un vrai sale gosse. Donc tu sais pas trop quoi penser quand il dit c'est du lard ou du cochon. Quoi. Ouais, exactement. Mais on est quand même content. T'as raison. Enfin ça fait quand même quelque chose de le revoir et sur le coup, j'étais un petit peu frustré par cette promo parce que je me suis dit, est-ce qu'elle était vraiment bien écrite cette promo? Et je ne saurais pas encore te dire si elle était vraiment bien écrite. Je suis pas certain qu'elle était parfaitement écrite, mais je me dis peut-être ne sachant pas encore quel programme attend CM Punk, c'est pas mal quoi. C'est quand même une bonne promo. Il a dit ce qu'il fallait dire. Il a fait un peu de fan service évidemment. Et il faut la prendre telle qu'elle est. Et je pense qu'on peut effectivement se rassurer à l'idée qu'il ne précipite aucun programme pour notre fil préféré ou détesté, qu'on adore détester ou qu'on déteste adorer. Tant que rien n'est prêt. Je pense qu'il va pas forcément avoir un gros programme effectivement pour lui là tout de suite. Mais effectivement, CM Punk est de retour. Ça, c'est assez incroyable. C'est lui qui termine le Monday Nitro avec cette promo qui dit tout et qui dit rien. Voilà. Oui. Voilà. Là, le fait que CM Punk fasse une promo, ça en dit beaucoup.
comme tu as dit, sur le monde du catch. Mais au final, le fait qu'ils ne disent pas grand-chose, ça laisse encore toutes les portes ouvertes pour l'enfant terrible du catch, CM Punk, de retour à la WWE. Et c'est donc comme ça que se termine le show rouge, mon bon Giscal. C'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? C'est parti. Bah écoute, un Raw passionnant, moi j'ai trouvé. Un Raw passionnant, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu... Voilà, ça c'est les lendemains de pay-per-view que j'aime bien. On a vraiment l'impression qu'on a tourné la page sur beaucoup de choses. Ça, c'est toujours rafraîchissant, je trouve, ces Raw post-PLE où on n'est pas dans la continuité, dans les revanches, dans les rematchs, machin. D'ailleurs, ce qui fait que c'est peut-être l'interaction du Miz qui m'a le plus chiffonné, moi. Mais c'est voilà, ils avaient annoncé que ce serait l'Euro d'une nouvelle ère. Bah ouais, il y avait ce sentiment très très frais sur ce Monday Night Raw qui me pousse à mettre un très joli 4 à ce Raw. J'ai beaucoup apprécié. Mon top, j'en ai parlé, et il est d'autant plus puissant, je trouve, qu'il intervient dans un Raw où on a quand même eu les retours de Randy Orton et de Drew et de CM Punk. Et ben on a aussi eu le retour du grand Drew. Qui, malgré Randy Orton et CM Punk, je trouve que Drew McIntyre a réussi à quasiment leur voler la vedette et à crever l'écran. Je trouvais que le travail fait sur son personnage, sa promo avec Seth Rollins, c'était magistral, et annonce des lendemains sombres pour le reste du roster, mais chantant pour l'Écossais, je pense. Enfin là, on se dirige vers quelque chose de très très cool. Donc c'est clairement mon top de la soirée, ce qui est fou par rapport au programme qu'on avait. Mais il y avait plein d'autres tops potentiellement dans cette émission. Et mon flop, je vais pas. Là, je parlais du Miz, mais je vais pas le donner au Miz évidemment. Mais écoute. Flop pas évident, mais je vais rester sur le truc qui, quand on a fait la review, m'a peut-être un peu chiffonné. C'est la petite Zoé, et c'est les 48 heures de Zoé Stark là qui repart très bas sans avoir finalement scoré aussi bien que ce que je l'aurais aimé. Donc ouais, voilà, c'est un petit flop. Ouais. Écoute, moi mon top ça va être le même que toi. Vraiment, il a crevé l'écran, Drew McIntyre. C'était très très bien écrit, particulièrement ce moment où Seth Rollins annonce que c'est Jey Uso qui a le match. Là, franchement, il y a vraiment les yeux. Ouais, on était vraiment dans un point de bascule que tu as dans les meilleures séries télé, toi, où t'as vraiment le coup de trahison et tout. Oh putain, mais non, c'est la déchéance, quoi, genre le méchant. Surtout qu'il venait de dire non, mais c'est bon, j'en ai plus rien à faire de ce mec-là, quoi. Boum. Et voilà, c'est quand même super bien ficelé. Mais tu l'as dit, le promo de Randy Orton était franchement bien cool aussi, donc un petit coup de cœur aussi pour le retour de Orton. Et puis en flop, pas grand chose de flop de mon côté. C'est vrai que c'était quand même plutôt bien fichu. Flop, ouais, moi je vais mettre cette interaction entre le Miz et le Miz. Je vais mettre, c'était pas folichon. On aurait même pu ne pas. Ouais, c'était dispensable. Voilà, on aurait pu ne pas le mettre. C'était déjà suffisamment riche comme ça en émotion. Mais alors, pour la note, je vais te rejoindre. Un énorme 4 même. On est vraiment sur des bases là d'un une super route là pour le Rumble. On a ouvert plein de portes. Il y a eu des grosses promos. Franchement, on a eu 3 énormes promos pour diverses raisons. C'est ça qui était franchement cool. Et puis entre les cordes, ça s'est bien défendu également. Donc un super moment passé au show rouge à Nashville, Tennessee. Je vous rappelle, Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE, les weekly, les PLE évidemment. Vous ne manquez aucun épisode tout simplement en vous abonnant sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur YouTube, les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Le lien vers notre Discord est dans la description. Je te remercie, Giscal, pour ce voyage dans le temps entre SmackDown et Monday Night Raw. Voilà, on remet les pains du burger, comme il faut, avec le gros steak de Chicago en plein milieu. C'était un délice. On a bien mangé là quand même, avec ce show rouge notamment. Ouais. On était bien gavés. Un vrai plaisir ce Raw. Ça fait du bien là. Allez, on vous donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Ah, il y a encore l'enregistrement.
Bon, bah, voilà, ça je parle tout seul dessus.